Bonjour et bienvenue sur Arménologie, l'émission qui s'intéresse à la politique et aux médias. Et aujourd'hui, nous sommes avec un invité tout particulier, André Malèze. Bonjour. Bonjour Nicolas. André, tu es entrepreneur, tu es liégeois et depuis quelques années, non seulement tu t'intéresses à l'Arménie, mais tu as lancé des projets particulièrement importants en Arménie et, je crois savoir, au bénéfice des Arméniens du Karabakh. C'est ça, oui. Parle-nous de ces projets, peut-être, pour commencer. Un des derniers projets qu'on a lancé, c'était pour les enfants, en réalité, des villages frontaliers, donc dans la région de Varténis, où je me suis rendu compte que les enfants qui étaient là, qui étaient isolés, il leur manquait quelque chose, et j'essayais de réfléchir à ce qui pouvait leur manquer. Je me suis rendu compte que d'autres enfants que j'avais vus qui avaient des activités culturelles avaient l'air d'être mieux que ces enfants isolés. Alors j'ai essayé de monter un projet pour permettre aux enfants des villages frontaliers de faire une activité culturelle tous ensemble. Et c'est une activité qui a été lancée début septembre cette année, juste avant les graves problèmes qui viennent d'avoir lieu. Et donc c'était vraiment beau, puisqu'il y a eu plus de 50 enfants qui ont participé, qui vont pouvoir faire 2 fois par semaine une activité culturelle tous ensemble. Et déjà rien que la première fois, ils avaient vraiment l'air... ils rayonnaient, ils étaient... tout sourire, tout heureux d'être là tous ensemble. Ils chantaient les chansons. Et tout ça, c'est des enfants qui sont originaires du Karabakh, qui ont déjà été déracinés de là-bas. Ces enfants-là, non. En particulier, j'ai parlé de ce projet parce que c'est un beau projet, mais là, ce sont des enfants de villages frontaliers autour de Varténis. Donc, ils sont victimes des problèmes récents parce qu'ils ont été ciblés par... leurs villages ont été ciblés par des bombardements en 2022. Alors, il y en a certains qui viennent de la région de Karvachar, qui est une région du Karabakh qui se situe juste à côté. Qui a été cédé donc, au cessez-le-feu en 2020 en échange de la paix. Et donc, eux, ils ont dû fuir leur région et maintenant, ils sont près de Varténis. Mais ce n'est pas spécialement pour ça qu'on les a ciblés, c'est parce qu'ils ont été victimes de bombardements depuis 2022. D'accord. Et alors, quelles activités des activités culturelles. Donc moi, je crois beaucoup à l'importance des activités culturelles. Donc, je me suis rendu compte dans un autre centre avec lequel j'ai beaucoup collaboré qu'ils ont toutes des activités. Ils font des dessins, ils font de la poterie, ils font de la danse, ils font de la musique. Toutes des activités qui sont en lien avec l'artisanat traditionnel. Et donc, ça transporte une identité, ça transporte une fierté, ça transporte un sens de la communauté aussi. Et donc, je pense que c'est le caractère culturel de ces activités qui aide les enfants, justement, à mieux supporter les difficultés qu'ils vivent. Tout à fait, socialement et psychologiquement. Oui, c'est ça, vraiment. Ça, en fait, on le voit visuellement. Visuellement, quand on voit les enfants, ils sont bien, en fait. Alors que d'autres enfants qui sont justement dans un isolement, donc qui n'ont pas cette chance-là, eh bien, on voit beaucoup plus qu'ils ont, comme s'ils internalisaient les difficultés et comme s'ils avaient une énergie négative qui a besoin de s'exprimer, en fait. Oui. Voilà. Et alors, ça n'est pas le seul projet que tu as initié ou que tu soutiens en Arménie. Oui, effectivement. Donc, le projet en fait, qui a lancé donc, un peu ce deuxième projet-là, c'est celui dont je viens de parler. Celui qui a lancé ce projet, donc, c'est au départ, quand j'ai été la première fois en Arménie, c'était en février-mars 2021, donc juste après la guerre des 44 jours. Et là, j'ai été amené à rencontrer, parce que je participais à différents projets humanitaires, et donc... j'ai beaucoup rencontré de déplacés de l'Artsar de 2020 et j'ai été amené à rencontrer une communauté donc, qui vient du village de Hadrout. Hadrout, c'est un village qui se situe en Artsar, qui était frontalier de l'Azerbaïdjan, et c'est le premier village qui a été perdu, donc le 9 octobre 2020. Et le 9 octobre, ou le 6, je pense juste avant, ils ont décidé de quitter le village, de fuir le village pour se réfugier donc, à Erevan et Stepanakert, où ils vivaient toujours jusqu'il y a 1 ou 2 semaines. Ils sont partis donc, autour du 25 septembre, entre le 25 septembre et début octobre, je n'ai plus la date exacte. Et donc, quand je les ai rencontrés, eh bien, ils venaient de perdre leur village et pourtant, ils avaient déjà un centre avec déjà des enfants qui faisaient justement ces activités culturelles. Et là, on est à Stepanakert. Non, là, on est à Erevan. Ils étaient à Erevan. Là. Ils ont quitté Hadrout. Pour aller à Erevan. Pour aller à Erevan, directement. Oui, exactement. Et à Erevan, c'est là que je les ai rencontrés et c'est là que j'ai vu ce centre. Et alors, ils faisaient des dessins. Et alors, c'est eux qui m'ont, en fait, en réalité, au départ, demandé de parler d'eux en Europe. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire mes projets pour l'Arménie, parce que ce centre, c'est la responsable du centre qui vient de Hadrout. Après m'avoir tout expliqué, tout ce qu'elle faisait, je trouvais qu'ils avaient vraiment beaucoup de courage, beaucoup de grandeur d'âme, d'arriver, alors qu'ils ont tout perdu,
à animer un centre pour les enfants, à vouloir essayer que la vie continue, en fait. Oui. Et de donner vraiment à ces enfants un sens, une communauté, à garder les familles ensemble, réunies. J'ai trouvé ça très beau et très fort. Je me dis, mais qui ferait ça ? Imaginons, nous, mes voisins, si jamais on se fait chasser de notre pays, ben, qui va réussir à faire qu'on reste ensemble, qu'on reste unis, qu'on continue à se souvenir de qui on est ? Je trouvais ça vraiment fort. Et elle m'a demandé de parler d'eux en Belgique et je leur ai proposé donc d'acheter leurs petits produits. C'est des produits artisanaux, ça vaut pas grand-chose, mais de les acheter en Arménie et de les ramener en Belgique pour pouvoir les mettre en vente en Belgique. Pour aider à financer le centre. Voilà, en quelque sorte, même si c'est pas ces quelques centaines d'euros qui vont les sauver, mais ça permet aux gens de savoir qu'ils existent. Et le centre, il se trouve où à Yerevan ? Et il se trouve à Yerevan. Il y en a eu deux. Il y en a eu un dans un quartier dans le sud, mais je ne sais plus le nom. Maintenant, c'est près d'un parc près du centre d'Yerevan. D'accord. Voilà. Et alors, ils avaient, donc, anecdote, ils avaient aussi un centre à Stepanakert pour les déplacés de 2020 qui étaient restés à Stepanakert. Et eux, ils ont été victimes du blocus. Donc, la responsable, en l'occurrence, du centre, qui m'avait demandé de parler de l'Arménie au départ, elle était à Stepanakert quand le blocus a commencé. Oui. Donc, moi, j'ai vraiment vécu ce blocus puisque chaque fois que j'allais en Arménie, d'habitude, j'allais la voir, forcément, c'est mon amie. Et je ne pouvais plus aller la voir parce qu'elle était à Stepanakert. Et donc, dans son centre à Yerevan, la chaise de la responsable restait vide. Oui. Parce qu'elle n'était pas là, elle ne pouvait pas revenir. Et donc, ils ont été coincés pendant 9 mois et ils ont pu quitter donc, finalement à la reddition. Tout le monde a pu rentrer en Arménie. Oui, ils sont rentrés sains et saufs, oui. sauf un professeur de poterie qui est mort malheureusement. Il était, comme beaucoup d'Arméniens d'Arménie, il était professeur de poterie, mais il était aussi soldat. Et donc, malheureusement, lui, il n'est pas rentré. Il fait partie des quelques centaines d'Arméniens de l'Artsakh qui sont morts le 19 et le 20. Voilà. Donc, il y a juste un... Il y en a eu un qui est... Mais les enfants ont pu rentrer. Et c'est un sentiment mitigé, puisque d'un côté, je suis vraiment très heureux qu'ils en sortent, puisque j'ai suivi toutes les photos. Elle me disait chaque fois, quand ils étaient dans le blocus, je disais, ça va, ira, il n'y a pas... Non, t'inquiète, André, regarde ce qu'on a encore fait. On a encore fait une activité de théâtre, demain on fait un spectacle. Ils sont incroyables. Incroyables. Et donc, tous ces enfants, je les suivais au quotidien pendant le blocus. Enfin, j'allais pas tous les jours, mais régulièrement, je regardais leurs activités. Et donc, de savoir qu'ils sont libérés, j'avais vraiment peur pour eux, parce que quand on sait ce qui leur est arrivé en 2020, je veux dire, s'ils n'avaient pas pu évacuer, ils auraient peut-être été tués dans des circonstances parfois vraiment mauvaises. Oui. Il y a eu beaucoup de cas. Hein. Absolument. Et donc, j'avais vraiment peur pour eux, réellement. Oui. Je ne savais pas si on allait les revoir. Et quand ils ont été libérés, j'étais très heureux. Et d'un autre côté, c'est un sentiment mitigé, puisque c'est pas vraiment une libération, c'est un exode. Ils étaient chez eux, donc ils ne pourront pas retourner. Donc, quelque part, c'est aussi triste. Voilà. Oui. Je ne les ai pas encore revus depuis, mais effectivement, ils ont été libérés. Donc, tu es très actif, en particulier pour tes amis du Karabakh, pour les enfants du Karabakh, ou de la région frontalière. Mais tout ça, ça pose la question de comment est-ce que tu as découvert l'Arménie ? Comment est-ce que tu t'es intéressé par l'Arménie ? Parce que si mes renseignements sont corrects, tu n'es pas d'origine arménienne. Non, je ne suis pas d'origine arménienne, effectivement. Je suis d'origine liégeoise et ma maman est allemande, donc je suis à moitié allemand, à moitié belge. Et effectivement, c'est une histoire, c'est vraiment un concours de circonstances, en fait, un peu comme le reste. Si Iran ne m'avait pas demandé de parler de l'Arménie, je n'aurais pas parlé de l'Arménie en Belgique et je ne serais pas là. Donc c'était un concours de circonstances. Et le tout début de cette histoire, c'est aussi un concours de circonstances. Si tu veux tout savoir, on visitait avec mon petit garçon, à l'époque, qui avait 3 ans, on voulait visiter une église à Maastricht. Et elle était fermée. Et donc, je fais le tour de l'église, c'est la basilique de Saint-Servais. Et là, je vois une croix assez étrange. Je me dis, c'est quoi cette croix sculptée là ? Et je me dis, mais c'est quoi ? C'est une Ratchkar, mais je ne savais pas encore ce que c'était les Ratchkar à l'époque. Et je dis, mais cette croix m'interpelle. Et alors je lis en dessous, je vois offerte par la communauté arménienne de Maastricht en l'honneur de Saint-Servais. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire ? Comme je suis quelqu'un de curieux, je me documente, je me renseigne sur cette histoire-là et j'apprends que selon la tradition chrétienne, Saint-Servais est un missionnaire d'origine arménienne qui a fondé le diocèse qui deviendrait le diocèse de Liège. Oui. Là, je suis stupéfait par cette histoire-là. Parce que moi, en tant que bon occidental, je pensais que c'était nous qui avons envoyé des missionnaires. Donc je me disais, mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, c'est plus tard. Déjà, c'est qui l'Arménie ? Donc je ne connaissais même pas l'Arménie. Donc là, j'apprends qu'il y a une antériorité de la culture arménienne, j'apprends que c'est une ancienne culture, j'apprends qu'il y a beaucoup d'auteurs. Enfin, j'aime bien me documenter, donc je lis beaucoup sur ça, sur l'histoire de l'Arménie. J'aime beaucoup l'histoire, donc j'apprends qu'il y a des historiens arméniens déjà au IVe siècle. Donc nous, on n'avait même pas inventé le français. Les Arméniens écrivaient déjà leur histoire. Donc vraiment, ça m'interpelle vraiment fort, surtout que je ne connaissais pas l'Arménie.
Et c'est à ce moment-là que la guerre de 2020 a éclaté, en fait. Et donc, c'est parce que j'étais en train de me renseigner sur cette histoire, sur l'Arménie, puis je trouvais ça vraiment fascinant, que la guerre a éclaté, ça m'a vraiment sensibilisé. Et quand la guerre a éclaté, comme je venais de prendre toutes les informations, j'ai été assez choqué par le traitement injuste que j'ai trouvé, qui était fait par les médias, justement, du conflit qui venait d'éclater. Tu as été choqué par le traitement des médias. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que c'était très injuste, la façon dont les médias le présentaient. Je lisais les journaux, j'étais vraiment choqué. La façon de dire, oui, c'est un conflit entre deux parties, on ne sait pas très bien pourquoi, on ne sait pas très bien comment, c'est difficile, c'est mélangé, deux anciennes républiques soviétiques. Là, on fait comme s'il y avait une égalité, en quelque sorte, entre l'Arménie et ses ennemis, alors qu'il n'y a pas d'égalité. Les Arméniens ont été persécutés depuis 130 ans, ils ont perdu 90% de leur territoire, il y a eu toute une culture qui était en train d'être effacée de beaucoup d'endroits, encore récemment dans Nakhichevan, et donc on ne peut pas présenter les choses comme étant un conflit à part égale entre deux adversaires dont on ne comprend pas qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Oui. Or, c'est ce que font les médias. Oui. Et donc, sauf des exceptions, parce que récemment, il y a certains médias qui ont présenté les choses de façon plus correcte. Mais en tout cas, en 2020, c'était vraiment ça. Dans les médias francophones en Belgique, j'étais vraiment choqué. Et donc, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien à se passer pour les Arméniens, alors que je sentais, à mon sens, qu'on aurait dû les aider, que c'était légitime, vu le lien culturel qu'il y avait entre nous et l'Arménie. Ça aurait été légitime qu'on vienne à leur secours et qu'au moins on s'intéresse à leur situation, qu'au moins on essaye au moins d'exprimer quelque chose de positif. Comme ça ne se faisait pas, moi j'ai décidé, c'était le jour de Noël, je sais pas, c'est peut-être l'esprit de Noël, j'ai décidé d'aller sur place et Et tu es allé en Arménie. Alors tu vas nous parler de ce premier voyage, mais je voudrais te poser une question. Malgré tout, tu as entendu l'introduction. Arménologie, c'est l'émission qui s'intéresse à la politique et aux médias. Et donc, je voudrais creuser un tout petit peu davantage la question du traitement des médias. Si quelqu'un comme toi, donc, qui a découvert les Arméniens de l'extérieur, en étant documenté, donc tu n'avais pas a priori un préjugé, si quelqu'un comme toi a pu constater que le traitement des médias était, tu disais, injuste. Injuste, oui. Alors, comment se fait-il que les médias eux-mêmes ne s'en rendent pas compte ? Comment se fait-il que d'une manière plus générale dans la société belge, on ne se rende pas compte que le traitement qu'il y a eu sur la guerre de 2020 en particulier était tout simplement inacceptable ? Oui. C'est difficile de répondre à cette question, puisque effectivement, moi, je ne fais pas de politique. Moi, je fais des activités culturelles et humaines, et j'essaye d'apporter même plus qu'une aide, parce que je ne sais pas si on peut vraiment aider. J'essaie d'apporter simplement un soutien humain. C'est-à-dire que je trouve que c'est vraiment injuste de ne pas témoigner de la sympathie pour des personnes qui sont victimes de ce qu'elles sont victimes pour l'instant en Arménie. Mais de là à expliquer la raison pour laquelle le fonctionnement des médias est comme il est actuellement en Belgique, je ne m'aventurerai pas à chercher la raison. Sans doute une question de lobbyisme, d'intérêt, de grande puissance. Mon point de vue, de façon très générale, c'est que les Arméniens sont vraiment victimes de jeux de grande puissance qui les dépassent complètement et dans lesquels eux n'ont aucune responsabilité. C'est-à-dire qu'eux ne sont pas du tout dans un conflit, en fait. Et en fait, ils sont vraiment des pions, en fait, d'un conflit, de conflits qui sont tout à fait au-delà de ce qui est en leur pouvoir. C'est vraiment ça qui est encore plus injuste dans leur situation. C'est-à-dire que de tout ce que j'ai pu rencontrer, parce que j'ai rencontré beaucoup de déplacés, ce qui est vraiment injuste, c'est qu'eux sont tout à fait pacifiques, en fait. Eux, ils demandent rien, en fait. Ils ne veulent pas conquérir le territoire d'un autre, ils ne veulent pas obtenir rien. En fait, ils veulent juste rester chez eux. La maison qui est la maison de leurs parents et de leurs grands-parents, ils sont là, ils ont leur église qui est là depuis 1000 ans, ils ont juste envie de rester là. Ils font rien d'autre, en fait. Ils sont pas du tout dans une démarche, on va dire, conflictuelle. Et même quand ils ont été attaqués, ils parlent pas de vengeance, ils parlent simplement de réussir à s'adapter, à espérer que la paix va venir, à essayer de trouver quelque chose de positif. Et donc, c'est vraiment injuste ce qui leur arrive, et je pense que vraiment, c'est une question de jeu de puissance dont les Arméniens sont victimes. Oui, et c'est des jeux de puissance qu'on voit se manifester sur d'autres plans aussi, d'autres niveaux aussi. Revenons-en à toi. Donc, ton premier voyage en Arménie, comment ça s'est passé ? J'avais un a priori positif, puisque je m'étais documenté sur l'Arménie. J'avais l'impression que l'Arménie, ce serait un endroit intéressant à découvrir, mais je ne savais pas. Donc, je restais quand même prêt à ce que ce soit peut-être une déception. Je n'étais pas sûr que ça allait être positif.
Et donc j'ai participé quand je suis arrivé, il venait d'y avoir beaucoup de déplacés. Donc c'est un peu comme maintenant en Arménie, beaucoup de déplacés de l'Artsar. Et donc les premiers Arméniens que j'ai rencontrés, en réalité, ce sont d'abord les déplacés de l'Artsar. Donc, la première Arménienne à qui j'ai parlé, je m'en souviens toujours, c'est une dame qui vient de Karvachar et qui avait fui sa région à cause de la guerre. Puis j'ai rencontré les gens de Hadrout, j'ai rencontré les gens, donc tous ceux les premiers Arméniens avec qui j'ai eu des contacts, ce sont avant tout, en premier lieu, les gens de l'Artsar. Et tu les as rencontrés à Yerevan? À Yerevan, à chaque fois, oui. À Yerevan et parfois autour d'Erevan, à Chalouis, dans les petits villages. Mais comment, villages. par hasard, tu es allé les Non, chercher? c'est parce que j'étais je participais à des actions humanitaires avec le Fonds arménien, notamment. On apportait de l'aide d'urgence, en fait. Et en faisant ça, j'essayais toujours d'établir des contacts, puisque moi, ce qui m'intéressait, au départ, c'était les échanges culturels. J'avais l'impression qu'avec l'Arménie, on pouvait avoir un échange. Et ça, je l'ai vraiment rencontré. C'est-à-dire la possibilité que l'Arménie nous apporte quelque chose, culturellement, même au niveau des relations humaines, au niveau de la famille, des familles qui sont très soudées, au niveau quand on se balade dans la rue, tout simplement, les gens, on a tendance à être en sécurité, les gens sont sympathiques, donc il y a quelque chose de vraiment beau dans la société arménienne, et je pense que vraiment, en tant que Belge, on peut se nourrir à ces aspects de la société arménienne qui, en quelque sorte, reflètent peut-être des aspects de ce qui fait donc une société qui se perd un peu ici en Europe, qui se dilue un peu en Europe. C'est comme s'il y a une partie de l'Europe qui se préservait en Arménie, alors qu'ici, elle s'efface. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très beau. J'ai vraiment trouvé ça très beau, et c'est pour ça que j'ai voulu aussi y retourner. Oui. Oui. En tout cas, on gagne à l'échange. Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, on en était au premier voyage. Donc, tu as rencontré les premières personnes que tu as rencontrées, c'était des gens du Karabakh. Oui, j'ai d'abord eu plus d'amis arméniens de l'Artsar, puis d'Arménie, donc de Yerevan, de Varténis, de Goris. J'ai été dans les 3 villes. Et c'est seulement après que j'ai rencontré les Arméniens de la diaspora que maintenant je connais un peu plus. Oui, effectivement. Oui, donc tu as fait le chemin inverse. Oui, c'est ça, oui. Je suis parti vraiment de l'Artsar jusqu'à la diaspora. Oui. Oui. Et donc, ton ami, c'était Ira, tu disais? Ira, c'est la responsable du centre C'est la responsable, en fait, d'un centre d'activité pour enfants de Hadrout, initialement. Et c'est elle qui t'a demandé d'aller plaider pour les Arméniens? Oui, en fait, en Belgique. Je l'ai rencontré tout à fait par hasard. Je ne vais pas raconter les détails de cette rencontre parce que ça serait peut-être trop long, mais c'est vraiment, encore une fois, vraiment un hasard incroyable. J'étais pas censé la rencontrer. Et on était avec un groupe, et à un moment donné, une femme, et c'était elle, on n'était pas là pour elle, mais à un moment donné, elle est là, et elle nous explique qu'elle a un centre pour les enfants déplacés, pour les enfants d'Artsar. Et on est avec une traductrice, parce qu'à l'époque, et la traductrice traduit ça, et je dis, mais ça m'interpelle, et je dis, mais c'est quoi ce centre? Et je lui pose la question, et elle nous commence à expliquer le centre, et je dis, mais en fait, il faut savoir que c'était le dernier jour que j'étais en Arménie, on était dimanche, j'étais pas censé rencontrer personne, j'étais censé aller sur le vernissage, ramener des souvenirs. Oui. J'étais pas du tout censé faire une rencontre ce jour-là, tu vois, pour ceux qui connaissent un peu l'Arménie. Et donc, vraiment... Oui, tous ceux qui connaissent l'Arménie ont rencontré la référence, aller au vernissage. Oui, voilà. Donc, le dernier samedi avant le départ, c'est indispensable. Voilà, j'ai des souvenirs, je repartais le lendemain. Et donc, on est là, et vraiment, on n'est pas censé... Et je dis, mais c'est quoi ce centre? Et je dis, est-ce qu'on peut le voir maintenant tout de suite? Elle me dit oui. Et je dis, mais est-ce que c'est loin et tout? Et on s'arrange, et on part à pied avec elle, on va jusqu'au centre. Et c'est là qu'elle m'a parlé pendant 5 heures. Elle m'a montré tout ce qu'il faisait dans le centre. Donc, les activités de dessin, les activités de poterie. Je vois tous les dessins des enfants qui dessinent super bien. Je vois toutes les activités qu'ils font. Et elle nous explique toute sa situation à Hadrout. Au départ, je visualisais pas bien, parce que maintenant, je comprends vraiment bien l'histoire de Hadrout, je me suis bien documenté. Au départ, je connaissais pas bien, puis elle me montre tout, elle me montre un livre qu'elle a sur l'histoire de Hadrout, elle me raconte toute l'histoire de la guerre, elle me raconte l'histoire de la Première Guerre, etc. Elle me montre tout, et elle me montre aussi les persécutions psychologiques qui ont été subies par les Arméniens en 2020, c'est-à-dire que les soldats de l'Azerbaïdjan qui ont capturé les villages se sont filmés pendant qu'ils pillaient les maisons et ont envoyé les vidéos aux Arméniens pour les persécuter psychologiquement. Et donc, tous mes amis arméniens de l'Artsar ont tous une vidéo de leur région qui se fait piller. Ça, c'est vraiment, j'en ai plein de vidéos comme ça. Oui. C'est horrible. Et donc, elle me montre ça. Donc, ça me choque vraiment fort. Et je suis vraiment sensibilisé vraiment fort sur leur situation. Et en même temps, je trouve qu'elle a énormément de courage, de force morale d'arriver alors qu'elle vient de vivre des choses aussi terribles, simultanément de faire vivre son centre, de me dire non, t'inquiète pas André, ça va aller. Oui. Bon, ce qu'on avait à Hadrout, on va le reconstruire ici. Toutes les familles restent ensemble, les enfants font ça, les enfants font ça. Je dis mais c'est incroyable. Je dis, qui a cette force
qui a cette force morale. Oui. Et donc, j'ai vraiment du respect pour cette femme. Et là, elle me dit à la fin de notre interview, notre rencontre qui a duré 5 heures. Hein. J'étais pas censé la voir, j'étais censé aller sur le vernissage à la place. J'ai passé 5 heures avec elle. Elle m'a tout montré. J'ai pris plein de photos à l'époque. Et là, elle me dit, bah voilà, est-ce que tu sais parler de nous en Europe? Parce qu'on voudrait bien faire une exposition en Europe. Elle me dit à Paris, parce que comme je parlais français, ils pensaient tous que j'étais de France, Oui. les Arméniens. Quand je parlais anglais, ils pensaient que j'étais américain. Quand je parlais français, ils pensaient que j'étais de Paris, quoi. Donc, Oui. elle me dit, ouais, on veut faire une expo à Paris. Alors, je dis, bon, moi, c'est pas exactement Paris, mais si Oui. tu veux, on peut s'arranger. Liège, c'est mieux. Quand Voilà. même. C'est- D'une certaine manière, oui, tu parles à liégeois. Bon, je vais pas dire le contraire. Mais il y a aussi des qualités à Paris. Et donc, c'est parce qu'elle me l'avait demandé, parce que j'avais été sensibilisé à son histoire, et parce que j'avais beaucoup de respect pour cette dame et pour son travail, que j'ai décidé, quand je suis rentré en Belgique, de contacter un centre arménien, donc à Liège, et de proposer une exposition. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait d'abord une exposition de leurs œuvres, en fait, Oui. que j'avais ramenées. Et, parce que le temps de faire l'expo, j'étais retourné en Arménie pour chercher les œuvres. Chaque fois, j'avançais les œuvres, je les achetais, et puis je les revendais en Belgique. Ah, donc une exposition vente en réalité. Oui, c'est ça. Oui. C'est chaque fois une exposition vente. Ça permettait aux gens vraiment de s'approprier cette histoire-là. Donc, j'ai toujours des amis qui ont chez eux un tableau dessiné par un enfant de Hadrout. Il y a leur nom derrière. Hein. Même les enfants, en fait, je les connais. Donc, celle qui a fait un des tableaux les plus connus, je la connais. Au début, elle avait 12 ans. Maintenant, elle a 14 ans. Quand on va en Arménie, on la rencontre. J'ai des amis qui ont le tableau chez eux. Et comme ils ont le tableau chez eux, ils n'oublieront jamais cette histoire. Oui. C'est pas pour les quelques dizaines d'euros que le tableau a coûté que ça a aidé Hadrout, mais par contre, le fait que la personne garde cet objet artisanal dans son environnement, elle a un lien pour toujours, en fait, avec cette histoire. Tu vois. Oui. C'était vraiment ça le sens que ce projet avait au départ. Oui. C'est un peu le sens de ton action. C'est vraiment ça, C'est oui. pas seulement humanitaire, mais créer un lien. Oui, c'est ça, vraiment, à travers la culture. Et il me semble que le travail que tu réalises est complètement en complémentarité avec ce que fait la diaspora par ailleurs. Parce que tu as un regard extérieur, tu as un regard différent. Est-ce que tu pourrais décrire en quoi est-ce que ce que tu fais et ton regard sur l'Arménie est différent de celui d'un Arménien de Belgique? Est-ce que Ça, je ne sais as pas une en idée quoi il est différent. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je n'étais pas du tout au courant de cette histoire. Et je l'ai découverte par mes propres recherches. Par exemple, l'histoire du génocide, j'ai découvert en me renseignant moi-même. C'est pas quelque chose avec lequel j'ai grandi, je veux dire. Et rien ne m'obligeait non plus à m'intéresser à cette histoire-là. Oui. Je m'y suis intéressé parce que j'étais sensible et parce que, à cause de la sensation d'une injustice. Parce que quand je lis l'histoire et quand je vois la façon dont c'est traité aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment injuste. Oui. Et même indigne qu'on ne s'y intéresse pas plus. Oui. Et on devrait en parler, c'est quand même important. Et puis on a un lien avec l'Arménie. L'Arménie, c'est pas vaguement une région... je veux dire, il y a des problèmes partout dans le monde, mais il y a un lien entre l'Arménie et la Belgique. Il y a en particulier la Belgique, aussi entre l'Arménie et la France. Un autre lien. Mais on a un lien. Donc comment est-ce qu'on peut faire comme si les Arméniens n'existaient pas ? Alors qu'ils font partie complètement de notre famille, en quelque sorte. D'une certaine manière, oublier les Arméniens, c'est oublier l'histoire belge aussi. Oui, c'est s'oublier soi-même, en Oublier fait. les propres racines de la Belgique. Ça n'a pas de sens. Et c'est vraiment, ça manque de... je pense que vraiment, ce serait plus digne, et ça nous grandirait, si toute la Belgique avait plus le souvenir de ce lien. Et je pense, pour avoir fait quelques recherches sur le sujet, que à l'époque, il y a quelques centaines d'années, c'était plus le cas, en fait. On se souvenait mieux de ce lien. Quand tu lis les anciennes histoires, eh bien, on mentionne beaucoup plus le fait que Saint-Servais était arménien, etc., qu'il y avait un lien avec les Arméniens. On les connaît. Quand il y a eu des problèmes en Arménie au début du XXe siècle, eh bien, c'était mentionné dans les journaux. Parce que j'ai une collection d'anciens livres et d'anciens journaux. Mais on en parlait plus que maintenant, en fait. Et donc, il y avait un mouvement de population plus important que maintenant. Et donc, je trouve que vraiment, on perd quelque chose en ôtant les liens culturels et historiques qu'on a avec soi-même et avec les autres. Oui. Vraiment, je pense que ça a un sens, en fait. Oui, et que si ça existait au départ, c'est que ça avait un sens, qu'on devrait le cultiver. Comme les Arméniens le cultivent, d'ailleurs. Les Arméniens cultivent fort le lien avec leur histoire. Quand on parle avec un Arménien dans la rue, il connaît tous les Arméniens connaissent Tigrane, etc. Oui. Alors que les Belges, qui se souvient de Charles Quint, qui était belge, on a oublié. Et on ne connaît pas sa propre histoire, alors que les Arméniens la connaissent. Oui. Et c'est aussi ça que je trouvais intéressant. C'est que je pense que c'est un des aspects qui permet aussi aux Arméniens de supporter ce qu'ils supportent, c'est justement qu'ils n'oublient pas qui ils sont. Et donc, ça permet de mieux traverser les épreuves personnelles et individuelles de sa vie quotidienne quand on s'inscrit dans quelque chose qui dépasse soi-même, en fait. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment... Enfin, c'est un des aspects qui, je pense, font que
quand j'aurai réussi à amener plus de Belges en Arménie, je pense que ce sera bien aussi Oui. pour les Belges qui viendront. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis, et quelque part, ça rejoint un de mes dadas, qui est que à oublier le lien entre les Arméniens et l'Europe, ou entre C'est l'Europe, enfin entre Oui. le reste de l'Europe et C'est les ça. Arméniens. On déconstruit l'Europe. On oublie ça. l'histoire de l'Europe C'est ça. elle-même. On sépare les peuples là où C'est ils ça. n'étaient pas séparés. C'est ça, exactement. Parce que si Saint-Servais était au 5e siècle, Quatrième, c'est encore siècle, plus ancien. si Saint-Servais était en Belgique, ça n'était pas un accident. C'était parce que Exactement. l'Europe était déjà un tissu. L'Europe était déjà à l'époque ça. unifiée d'une manière tout à fait, pas par les autoroutes et les C'est TGV, ça. mais d'une manière tout à fait différente à l'époque. Mais l'Europe existait. Elle existait dans l'esprit des hommes, dans leur C'est ça, vie exactement. aussi. Exactement. Et c'est ce qui fait que les Arméniens et les Belges n'étaient pas des peuples étrangers. C'est ça, tout à fait. Et donc à déconstruire l'Europe, à imaginer que c'était à l'époque la barbarie en Europe, C'est ça. qu'aux deux extrémités de l'Europe, on ne pouvait pas se connaître, on ne pouvait pas apprendre les uns des autres, on ne pouvait pas avoir d'échanges. C'est en fait oublier l'histoire de l'Europe et complètement falsifier l'histoire de l'Europe. C'est ça, exactement. Donc, Exactement. Et pour rebondir sur ce que tu disais, il n'y avait pas d'autoroute, mais il remontait le Rhône, en fait. C'était l'autoroute Oui, de bien sûr. l'époque. C'était le fleuve. Et c'est par là que Saint-Servais est venu. Il a remonté Oui. le Rhône. Et par le Rhône, il remontait jusqu'à Vienne, etc. Puis Vienne sur le Rhône, pas Vienne en Autriche. Et puis de Oui. là, il remontait encore un autre fleuve, mais j'ai oublié le nom. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient sur Cologne et sur Trèves, à l'époque, qui était une ville importante. Et c'est de là qu'ils sont arrivés par Liège. Et donc, en fait, d'où cette direction et d'où aussi le fait qu'il y a aussi beaucoup d'Arméniens à Lyon. Parce que Lyon, c'est aussi sur le Rhône. Et donc, il y avait vraiment ce trajet en réalité. Donc, on peut vraiment remonter cette histoire. Oui, C'est tout à fait intéressant. Il y a une géographie de ces choses-là. On fera une prochaine émission sur l'histoire des Arméniens en Europe. Là, on va revenir à tes activités. Parce que donc, tu as fait organiser une exposition à Oui. Liège. Tu as donné une conférence, ou Oui, des c'est ça. conférences. Oui. Dans la région de Liège, à Bruxelles aussi. Au départ, c'était à Liège, parce que j'avais commencé, moi je suis à de Liège, donc j'avais commencé tout simplement par aller faire au plus simple. Et puis, je ne me sentais pas d'aller. J'avais l'impression que j'avais rien de spécial à dire à Bruxelles, à des choses plus importantes. Je ne me sentais pas. J'avais pas un message particulier à faire passer. Je voulais juste faire ma petite expo. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, à force de faire ces échanges et de vouloir continuer à développer des projets avec mes amis arméniens originaires de l'Artsar à la base, eh bien, je me suis retrouvé en Arménie à chaque fois à des moments où il s'est passé quelque chose. Donc, j'étais en Arménie pour faire un projet et à un moment donné, il y a des bombardements sur toute la région autour de Varténis, notamment à Sotk. Et comme j'avais un ami qui était là-bas, il me dit « Est-ce que tu sais pas venir ? Est-ce qu'on sait pas apporter de C'était il y a l'aide ?» un an à peu près. Oui, c'est ça, en 2022. Et donc, je me retrouve à Sotk, mais par hasard, les bombardements ont eu lieu mi-septembre et mi-octobre, donc quelques semaines après, même pas 3 semaines après, j'étais à Sotk. Et donc, quand je suis rentré, j'avais un message là. Donc, du coup, j'ai contacté quelqu'un au comité à Bruxelles, j'ai contacté Karen, et lui m'a proposé de participer à un débat à Bruxelles, et c'est comme ça que je suis venu à Bruxelles la première fois. Parce que j'avais quelque chose à dire, Oui. mais c'était pas fait exprès. Je me suis pas dit, je vais dire quelque chose à Bruxelles. Oui. Quand je suis rentré de Sotk, d'avoir été dans les villages et d'avoir parlé aux gens, d'avoir vu leur histoire, je me suis dit, mais ça a un sens, il faut que je le dise, en fait. Et c'est pour ça que je l'ai dit. Et la fois suivante que je suis allé en Arménie, je voulais aller passer Noël avec mes amis arméniens à Goris, le 6 janvier. J'arrive, c'était le blocus. Donc là, je me retrouve au milieu des Arméniens de Stepanakert qui ne savaient pas rentrer chez eux à cause du blocus. Ah oui. Donc, rebelote, j'ai pas fait exprès d'avoir quelque chose à raconter. Oui. Mais c'est pas de ma faute si chaque fois que je vais en Arménie, il se passe quelque chose. Tu vas en Arménie. Tu vois. Et donc là, j'avais de nouveau un message. Donc là, quand je suis rentré, j'ai de nouveau été invité à parler. Alors petit à petit, ça m'a permis de rencontrer des gens avec lesquels on a pu faire d'autres projets. Donc par exemple, quand j'ai fait ce débat au Centre d'Action Laïque avec Georges d'Allemagne, donc à Bruxelles, suite à ma mission d'urgence qui s'était faite par hasard à Sotk, suite à ce débat, j'ai rencontré un jeune journaliste qui m'a demandé pour l'aider à faire un reportage en Arménie. Donc là, comme j'avais cette expérience de partir en Arménie sans être arménien, donc sans avoir toute ma famille qui est déjà là-bas, et de devoir m'adapter, de devoir trouver des traducteurs, je lui ai transmis cette expérience pour lui permettre de faire son reportage. On a fait tout ensemble, on s'est vu, on a regardé où il allait aller, je lui ai conseillé les différents endroits, je lui ai conseillé la méthode pour le faire, etc. Il a fait son reportage qui est paru à l'époque dans la Libre Belgique. Et après, ce même journaliste est reparti en Arménie, là, juste après le début du conflit, donc le 23, je pense, il était en Arménie pour faire un autre reportage. Et donc ça s'est fait. Encore une fois, je ne me suis pas dit « Ah, génial, je vais former des journalistes pour en aller en Arménie ». J'étais un débat parce que j'avais été par hasard à Sotk, et donc c'est lui qui est venu vers moi. Et ce reportage, il va sortir quand ?
Donc, il a déjà fait un reportage donc, en février-mars dans la Libre, qui était paru à l'époque donc, de 2 pages. Et là, il a déjà sorti 2 articles, dont un en couverture de la Libre la semaine passée. Mais il y a un documentaire qui va venir. Non, ça c'est des articles. C'est le en fait. reportage. Ça, c'est des articles. Alors, le documentaire, c'est autre chose. C'est lors d'une autre conférence que j'avais faite suite au fait que j'avais été en Arménie au moment du blocus. Donc, j'avais fait une conférence sur le blocus, sur la région de Goris, etc. Que j'avais appelé, c'est une exposition que j'avais appelée Arménie entre douleur et douceur, parce qu'il y avait des difficultés et en même temps c'était beau. Je voulais montrer les deux aspects, parce qu'il n'y a pas. On a trop tendance à dire l'Arménie, soit c'est beau, c'est culturel, etc., soit c'est la guerre. Alors qu'en fait, c'est les deux en même temps. Il y a des choses, il y a des stigmates partout de persécution. Par exemple, très souvent, j'ai des amis arméniens, mais ils me racontent qu'eux, en fait, ils ne viennent pas d'Erevan à la base, ils viennent de Kars ou de Mouch ou d'autres régions. Donc, ils ont ce stigmate. Soit ils ont aussi très souvent, voilà, j'ai une amie arménienne, voilà, ça c'est la photo de mon fils qui est mort en 2020. Ça arrive vraiment très souvent, ou mon frère. Donc, il y a ce stigmate et en même temps, il y a cette beauté, aussi bien de l'artisanat, aussi bien de la culture, aussi bien de la société. Donc, c'est vraiment un message que j'avais voulu faire passer à ma conférence. Et à cette conférence, j'ai rencontré un jeune réalisateur de Liège qui m'a dit moi, je suis vraiment, je trouve ça magnifique, je voudrais bien qu'on partir là-bas et faire un documentaire sur ça. Alors je lui ai dit d'accord, mais si tu veux faire un documentaire, il faut le faire tout de suite. Parce que ce que je viens de raconter là, dans 1 an, ça n'existera plus. L'Arménie, ça change tellement vite. Et donc, on a fait le documentaire. On est parti en septembre, juste avant le début de la grosse crise ici avec l'exode et le démantèlement de l'Artsar. Je revenais d'Arménie, on est parti pour une semaine tourner des images avec mon ami qui a été fort sensible justement à toute la beauté de la culture arménienne. On a filmé des choses incroyables et comme il est assez talentueux, je pense qu'il va faire un beau film. Mais on ne sait pas quand il va sortir. Non, ça c'est un mystère, mais je lui ai demandé que le premier jet soit fini pour fin d'année. Mais il a du travail aussi, hein. Lui aussi, c'est comme moi, il a aussi d'autres activités, donc je veux dire, on fait ça à côté, donc c'est normal, il ne peut pas tout le temps travailler sur le film. Bon, tu nous tiendras au courant de la sortie du documentaire. Avec grand plaisir. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir ? Beaucoup de projets pour l'avenir, oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Pour l'avenir, par rapport à l'Arménie, tu veux dire ? Par rapport à l'Arménie, oui. Oui, des conférences ici, à donner, des expositions. Mon premier projet, pour l'instant, pour te dire la vérité, comme je pensais déjà quand je suis revenu du documentaire, d'avoir tourné le documentaire, j'ai fait beaucoup pour l'Arménie pour l'instant. Et mon premier projet, ce serait que ça puisse se calmer, que je puisse faire autre chose pendant quelques mois. Oui. Franchement, je suis parti en janvier, je suis parti en mai, je suis parti en septembre pour organiser tous les projets. Le projet dont je t'ai parlé avec le bus, avec les enfants, le documentaire, c'était beaucoup d'énergie, on a fait beaucoup. Quand je suis rentré le 11 septembre, je me suis dit, voilà, là, j'ai fait vraiment assez pour l'Arménie. Là, maintenant, je pense plus à l'Arménie pendant 6 mois. Et une semaine après, ça a éclaté. Et maintenant, je suis tous les jours dedans. Encore ce matin, j'avais une amie arménienne que je vais aller voir, une qui vient d'Artsar, justement, une de mes meilleures amies arméniennes. Je lui avais envoyé un message il y a 2 semaines pour prendre de ses nouvelles. Elle n'avait pas répondu. Ce matin, elle me envoie un message. Elle me dit, André, désolé de ne pas avoir répondu avant, mais la situation ici est horrible. On a une situation ici qui est horrible. Et je dis, oui, je sais, parce que je pensais, de manière générale. Des réfugiés et tout ça. Voilà, elle me dit non. Il y a 20 personnes chez moi depuis 2 semaines. Parce que c'est comme ça, les Arméniens, il y a la solidarité, donc ils s'aident, s'entraident les uns les autres. Mais la femme, elle a aussi un travail. C'est comme si toi, demain. Et chez elle, c'est sans doute un petit appartement. C'est un appartement à l'arménienne, donc c'est pas très très petit, les pièces sont grandes, mais il n'y a pas la place pour mettre 20 personnes. Oui. Et donc c'est pour te dire que alors donc, j'ai pas pu faire autrement que de m'impliquer maintenant dans les derniers jours, mais là je voudrais bien, si ça pouvait se calmer, revenir à des projets normaux, qui n'ait plus besoin de faire de l'humanitaire, qui n'ait plus besoin de faire de l'information sur des crises, mais qu'à la place on puisse faire des échanges culturels. Franchement, ça, ce serait vraiment mon rêve. Oui. C'est d'aller en Arménie sans être obligé de répondre à une crise, quoi. Oui, et on n'en a pas parlé, mais par ailleurs, tu gères 2 entreprises. Oui. Et tu as un petit garçon. Ma famille, oui. Dont je m'occupe beaucoup. Oui. Donc chaque chose en son temps. Comment est-ce que les auditeurs, s'ils le souhaitent, peuvent t'aider dans tes projets, peuvent te soutenir dans tes projets ? Bien, ils peuvent aller voir, j'ai mon site internet sur lequel ils peuvent aller jeter un œil. Là, il y a les différentes choses que je fais et s'ils veulent rester en contact, il y a mon adresse email, ils peuvent me contacter. Et comment s'appelle ton site internet ? Donc c'est très facile, c'est via-via.org. Via.org. Oui, c'est ça. D'accord. Avec un tiret entre les deux villes. Oui, voilà. Et là, pour l'instant, on a la collecte que j'ai faite pour les déplacés de l'Artsar.
Mais ça, c'est juste pour l'instant. Après, il y aura, je poste régulièrement chaque fois qu'on fait quelque chose, donc 2-3 fois par an, je fais une petite mise à jour. Et ceux qui veulent plus d'informations peuvent me contacter par mail. Il y a mon adresse email pour éventuellement rentrer en contact pour faire d'autres choses. Parce que tu me demandais quels étaient les projets précis. Là, en Arménie, on ne sait jamais exactement de quoi l'avenir est fait. Donc, quand je pars là-bas, je ne sais jamais exactement ce qu'on va faire. J'ai déjà une idée, mais je suis très ouvert à différentes choses qui vont se présenter. Et donc, au début de cette année, je ne savais pas que j'allais faire un documentaire, par exemple. Puis on a fait le documentaire, parce que c'était un projet crédible qui avait un sens. Puis quand j'étais à la manifestation, je ne savais pas que j'allais faire une interview à la radio, par exemple. Puis tu m'as demandé de venir faire l'interview. Donc, au départ, j'avais une idée, j'avais essayé de parler de l'Arménie, mais petit à petit, ça se fait naturellement. Donc, c'est-à-dire que je suis ouvert à différentes propositions, et donc je fais en fonction de ce que les gens proposent. Vraiment. D'accord. Donc, n'hésitez pas à aller sur viavia.org, à contacter André Malèze et à lui faire vos propositions. Vous avez entendu que c'est quelqu'un qui parle très bien et qui parle très bien de l'Arménie en particulier. Donc, je crois un avocat de grande valeur, non seulement pour les Arméniens, mais pour les Arméniens parce que c'est une culture, pour les Arméniens parce que c'est une cause juste. Un interlocuteur qui, je suis sûr, n'hésitera pas à nous dire nos cas de vérité si c'est nécessaire. André, je te remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions, d'avoir été notre invité sur Arménologie. Et merci pour ton travail. Merci à toi, Nicolas, pour l'invitation, et en espérant que ça porte ses fruits, qu'on puisse faire de nouvelles belles choses dans l'avenir.